l'océan s'étend à perte de vue. Les vagues font bouger ce bateau que Fëanor Angbor, le leader incontesté de ce petit groupe de 2, puisque, à part Fëanor, nous retrouvons Harald, un prêtre, sur un bateau qui navigue présentement sur la mer des épées, non loin de la côte des épées. C'est une galéasse aux voiles grises, bordée d'ocre, qui avance doucement vers le sud-ouest. Longeant encore cette redoutée côte des épées sans jamais trop bien entendu s'approcher, mais là, toujours, sur ce bateau, guidé par quelques hommes d'équipage, mais essentiellement 2 personnes, qui sont Karl, le commandant de ce navire, et peut-être son fils légitime ou illégitime, qui sait, le jeune Yavin, un jeune homme blond, avenant, charmant, mais aussi désagréable pour nos 2 elfes qu'un moustique tournant autour de leur tête. Il fait très beau alors que le navire vogue sur la côte des épées, et nos 2 cousins, nos 2 frères elfes, savent très bien pourquoi ils sont là, car à quelques lieues nautiques se trouve la fameuse et parfois redoutée, l'île des tempêtes. Et c'est étrange, pourquoi ce nom alors qu'il fait tellement beau ce jour-là? Les 2 elfes savent pourquoi ils sont là, envoyés pour enquêter, qui sait, alors que le navire encore fend les eaux. Ils sont 2 pour cette mission. Quand tout à coup, peut-être au loin, entendant quelques mouettes, ils pensent arriver sur l'île des tempêtes, quand Karl, le capitaine, est surpris, venant d'on ne sait où, des nuages si forts, si puissants, un vent qui vient soulever les voiles, fait que le capitaine donne tout de suite l'ordre de se préparer à une tempête. C'est une tempête qui se prépare, alors que vous êtes peut-être accroché au bastingage. Vous voyez des éclairs et des nuages se rapprocher. Mais rejoignons, alors que Fëanor et Harald sont sur ce bateau, rejoignons Ilma. Ilma, tu es dans cette pièce, enfermée, depuis tant et tant de jours maintenant. Cette sensation d'être complètement enfermé, emprisonné emprisonné, je ne sais pas si c'est le bon terme. Tu as presque l'impression d'être dans une caisse. Et peut-être est-ce le cas. Dissimulé à vue de tous, peut-être ce sentiment un peu d'être privé de tes mouvements naturels, et tu entends du mouvement. Ilma, tu l'entends, c'est sûr. Ça bouge, ça craque. Il se passe quelque chose. Ton enfermement, qui sait, va peut-être bientôt s'arrêter, tu ne sais pas. Le fait est que je suis sur le pont d'un navire à nouveau. Je me retrouve avec Fëanor et Harald, et je vais leur demander: que faites-vous alors que le navire commence à bouger de toutes parts, et d'un seul, vous n'avez pas eu le temps de vous retrouver, de sauter dans les cabines, mais je vais vous demander ce que vous faites. Eh bien, voyant que Fëanor est sans voix devant cette tempête, Harald va s'approcher du mât et en fait attraper une corde pour se maintenir au milieu du navire et essayer de percer les nuages le temps que son cousin le rejoigne. Ouais, je rejoins également Harald au mât et je m'encorde
au mât. Tu t'encordes et vous êtes agiles comme des elfes. Et d'ailleurs, vous êtes les 2 seuls elfes à bord de ce navire, qui n'est pas d'ambiguïté sur ça. Il n'y a qu'un équipage humain, peut-être un halfling, là qui aide de temps en temps en mousse. Mais vous êtes les 2 seuls elfes et vous êtes des passagers de marque pour ce bateau que vous avez loué pas très loin dans un petit port, peut-être à Neverwinter, qui sait. Et vous accrochez si bien que maintenant vous êtes stable, alors que le navire est balancé de ci, de là. Et je vais retourner dans cette pièce complètement fermée, mais où les bruits font place à du mouvement. En fait, peut-être on est en train de déplacer cette immense caisse qui te sert de lieu de vie, Ilma, depuis quelques jours. Et tout cela te paraît de plus en plus dangereux, de plus en plus perturbé, et te rend anxieuse peut-être. Que souhaites-tu faire, Ilma? Là, je pense que j'appelle très fort qu'on m'aide à sortir de ce trou à rats, et j'espère que les marins m'entendront à travers le vacarme de la tempête. Alors tu cries, et c'est beaucoup d'espérance, car le bruit est si gros, si fort, si prenant, que... si. Aralf et Anor, vous entendez un cri venant de la cale. Ça hurle, vous ne savez pas pourquoi, qui est en train d'hurler. Les marins sont tellement occupés par ce qu'ils sont en train de faire, essayer de maintenir ce navire à flot, que... ils ne font pas attention à ce qui se passe. Aucune attention. Est-ce que nous sommes près de l'écoutille qui permet de descendre Bien sûr, il y a cette écoutille, oui, cette ouverture dans le pont. Ça vient de l'écoutille. C'est à la cale. Ok, je vais... C'est un cri strident, c'est un cri strident. Je vais y aller, ça a l'air d'être une femme, je pense. Peut-être une membre d'équipage qui s'est blessée. Et donc je me désencorde et j'essaye d'aller assez vite vers l'écoutille et d'ouvrir et de pénétrer dans la cale. Vous ouvrez l'écoutille, vous voyez un escalier qui descend, suis, oui. et vous essayez tant bien que mal de descendre. Mais cela commence à être compliqué parce que vous imaginez ce bateau allant de part en part, toujours peut-être tenant une corde, alors que ça crie en dessous, c'est un cri perçant, c'est un cri libérez-moi. Et ce qui est étonnant, c'est que la voix ne vous semble pas inconnue, mais surtout, c'est de l'elfe. Vous regardez, vous êtes pourtant les 2 seuls elfes sur ce bateau. Je ne pense pas qu'il y ait une elfe parmi les membres d'équipage, cela serait surprenant, non? Je change de tonalité et de temps plus commun. On a qu'une. Qui va là? Où êtes-vous? Et je vais demander... Dans la caisse. Tu cries comme ça, et dans la caisse en commun, je vais demander à Aral et Féanor qui se déplacent de me faire un test d'athlétisme pour pas glisser ou tomber. Malgré la souplesse elfique dont ils font preuve, la situation est tendue, surtout que vous entendez Karl, le commandant, dire « Encordez-vous! Une grosse vague !» Et... La chute. La chute est irrévocable. Alors que vous descendez, le bateau se dresse d'un coup, dresse 20, 30, 40 degrés, presque 45. Vous êtes projeté en fait dans les marches d'escalier, et vous arrivez en bas légèrement contusionnés, peut-être les uns sur les autres, devant un amas de caisses qui bougent de part en part en fait. Des grosses caisses, des plus petites, et puis le cri vient d'une caisse qui vient de heurter la paroi bâbord du bateau, et vous entendez en commun « Aidez-moi !» et Ilma, tu entends en fait que quelque chose où des gens viennent de pousser un cri, parler en fait, échanger quelques mots en elfique, et tomber certainement, tu as entendu tomber pas très loin de toi. Bah, de peur que quelqu'un se soit fait mal à cause de moi, je vais peut-être tenter un rayon de vivre sur le toit de la caisse. Alors tu peux tenter, mais non seulement tu peux tenter, mais tu sais en plus que il est très facile de l'ouvrir puisque c'est toi qui l'as fermé. Oui, c'est ça. Bah oui. Ok. Et ben je sors,
je sors par tout moyen. Je donne des coups de pied. Tu donnes je un coup rouvre. et en fait, la caisse que tu avais fermée au moment de te cacher dans la cale, et tu l'avais juste un peu refermée avec ces quelques clous que tu avais enlevés, et tu l'enlèves d'un coup et vous voyez Aral, Féanor, alors que vous êtes au sol, sur le ponton inférieur le pont inférieur du navire, vous voyez Ilma, votre cousine, sortir tel un diable de l'enfer d'une caisse en bois, juste devant vous. Par les écailles du dragon, qu'est-ce que tu fais là? Et le bateau vire, et vous voyez la caisse bouger, glisser comme ça vers l'autre côté, et elle disparaît, elle bouge comme ça en même temps, alors que vous aussi, vous glissez. J'essaye de me relever, ou en tout cas de me diriger vers la caisse pour récupérer Ilma. Tu te relèves, et vous entendez Karl. Attention! Une vague! Accrochez-vous! Je m'accroche à l'escalier. Tu t'accroches à l'escalier. Je passe le bras entre les marches. Je m'accroche à mon cousin. T'accroches à ton cousin qui vient d'arriver, en fait, vous accrochez mutuellement. J'essaye de m'accrocher à quelque chose de solide. Et t'es accroché par ta cousine qui est là, tout en t'accrochant, peut-être essayer de t'accrocher. Et à nouveau, le bateau monte comme ça. Vous avez l'impression de voler dans les airs jusqu'à ce que ça retombe. Bam! Vous sentez un coup puissant qui vous ramène au sol. Et tout ça dans la cale, sombre. Et vous comprenez pas ce que fait Ilma ici, alors que ça fait plusieurs jours que vous étiez parti de la cité elfique, et, bien entendu sans elle, et qu'elle n'a rien à faire ici. Bien sûr qu'elle n'a rien à faire ici. Damned, que fait-elle ici? Tel un diable. Peut-être est-ce une illusion, car... Non, c'est sûrement elle qui... je la tiens dans mes bras, donc je la prends par les épaules. Mais enfin, Ilma, qu'est-ce que tu fais dans cette caisse Tu as passé tous ces jours enfermé là-dedans. Mais C'est cool. J'ai entendu des mots que j'aime bien, comme tempête, et j'ai vu que c'était mes deux cousins préférés, et j'ai peut-être dit la même chose aux deux gardes du port, mais il faudra pas leur dire. Et je me suis dit, les repas de famille, sans vous, ça va être long. Mais tu aurais peut-être pu nous en parler. C'était dangereux de. Non, si j'avais demandé la permission, vous auriez dit non. Oui, ça. Évidemment, c'est bien trop dangereux. Remets-la dans sa caisse avant qu'elle se noie. Alors que vous parlez, alors vous entendez un bruit, un espèce de chant, assez lointain. Je regarde par les sabords si je vois quelque chose. Tu essaies de t'approcher des sabords alors que la tempête semble s'être légèrement calmée, très légèrement calmée. Mais vous sentez que d'un coup, le navire vire de bord. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tu es là, colle-toi à nous et ne prends pas de risques considérés. Et remontons sur le pont et voyons ce qui se passe. De faire, si. Comment on fait Et vous sentez quelque chose en vous, mais votre nature profonde n'est pas affectée par cela. En tout cas, vous avez senti le navire virer de bord et vous entendez toujours les résidus de cette tempête. L'humain a dû céder au charme de sirène, peut-être. Vite, montons sur le pont et évitons une catastrophe. Montez, je vous aide. Donc, tenant l'escalier, je vous tends la main pour vous... On se précipite, ouais. On se précipite à l'extérieur. Je m'agrippe. Et Ilma, tu t'agrippes, vous arrivez très rapidement, alors que la tempête est en train de se calmer. Elle est derrière vous, la tempête. Vous êtes passé à travers un espèce de voile de tempête qui n'existait pas quelques minutes avant. Ilma, c'est la première fois qu'en plein jour, tu montes et tu te rends compte qu'il y a des éclairs derrière. C'est sombre. Et puis devant, il y a une espèce d'île qui apparaît dans la brume. Et vous entendez très légèrement ce... Et le capitaine est là et il semble en fait... Il y a son fils à côté.
Et son fils adoptif pour ceux qui, Yavin, est en train de pousser en fait Karl. Karl qui va tomber au sol et Yavin va prendre la barre et repousser la barre pour continuer vers l'île en fait. Très vite. Je me précipite vers le capitaine pour voir comment il va et s'il est pas sous le coup d'un charme ou d'un sort. Le capitaine se relève, voyant que son fils vient de le pousser, puis il te regarde monter, Ilma. Surpris, il sort son épée. Une clandestine. Non, mais je suis avec eux. Donc du coup, je montre les autres. Tu montres tes deux compagnons qui sont là, derrière toi. Je m'avance aussi, je dis, t'inquiète pas, humain, c'est notre cousine. Je me suis endormie dans une caisse. C'était un accident. Comment ça, la tempête se calme quasiment complètement pour d'un coup, comme si vous aviez passé un voile en fait de tempête, vous retrouvez dans une eau un peu calme. Et le capitaine dit mais déjà, c'est extrêmement dangereux de venir ici. Et en plus, vous ne me dites pas que vous avez un autre passager ou une autre passagère. Enfin, je sais pas, et je veux pas savoir. Mais vous n'avez pas payé pour elle. Ah non, capitaine, nous avons loué le bateau en entier. Pour le trajet, que nous soyons 2 ou 3, ça ne change rien. C'est pas ainsi que ça fonctionne. Il traite pas avec un peu de respect, hein, vous voyez. Enfin, tu Maître Aral, Maître Aral. Malgré tout, tu es quand même un prêtre. Et très bien. Vous n'avez pas loué tout le bateau, mais il nous fera quand même un dédommagement pour parce que j'ai bien entendu la voix d'une femme chanter. Et il va se tourner vers toi, Ilma. Vous m'aviez déjà entendu chanter, vous saviez que c'était pas moi. Oui, Vas-y, allez-y, chantez, pour voir. Là, je pousse une espèce de croassement exagéré de crapaud, de coassement du coup de crapaud, et croiser Corneille, histoire de bien accentuer le fait que c'est pas dans mes cordes. Alors, il te regarde, il voit bien quand même que tu accentues le trait, il va garder un doute, il va te garder à l'œil quand même, Karl. Il va maugrer dans sa barbe. Je lui dis de demander à ton fils, il a vu que tu étais tombé sous le charme de cette voix, c'est pour ça qu'il t'a poussé, tu as dévié le bateau de la route. Non, mais c'est pas vraiment ça, papa, on avait dit qu'on allait vers l'île, et puis là, tu vois, regarde, il y a un peu plus loin, il y a des rochers qui affleurent, tu vois bien. Alors, vous voyez plus grand-chose, hein, ça fait déjà quelques temps que vous êtes partis. Et de toute façon, on nous a dit, il faut pas aller jusque là-bas, hein, papa, on est d'accord. Ah oui, t'as raison, mon fils. De toute façon, tout ça est trop dangereux. On m'a dit de pas venir ici. On va vous mettre un canot. Tu as accepté de le faire, alors maintenant... J'ai accepté pour le faire parce que, en respect pour le prêtre de Bamut qui est ici. Nous vous remercions de votre dévouement envers notre cause, capitaine. Et sachez que les dieux ne n'oublieront pas ce geste. Alors, il fait une prière à un dieu humain, tu les connais certainement, tous ces dieux humains, le dieu de la mer. Nous sommes, et il va montrer sur cette île volcanique, hein, qui est, maintenant que vous êtes approché, vous voyez cette île volcanique qui a l'air magnifique, hein. Vous voyez l'eau assez profonde autour de vous, vous voyez certainement des rayons du soleil maintenant qui percent les nuages, et le haut de cette île volcanique est recouvert de nuages. Mais surtout, vous voyez la pierre de basalte noir et des forêts, une végétation luxuriante, hein. Vous voyez aussi des récifs qui affleurent maintenant, alors que vous dirigez vers peut-être la seule plage que vous pouvez voir, mais surtout, ce que vous voyez en hauteur, au-dessus de cette plage, vous voyez une immense falaise et un énorme, ou en tout cas un haut perché, un grand temple à ciel ouvert qui apparaît. Très haut perché au bord d'une falaise, loin au-dessus des flots, mais il est sans cesse balayé par les nuages. Ça doit être le repos du dragon, hein, tel que c'est appelé. Et vous imaginez dans ce temple une statue gigantesque au milieu de ce temple, mais vous avez du mal à voir son visage, mais vous voyez aussi des oiseaux autour,
des dizaines, voire des centaines d'oiseaux, et puis un long chemin qui serpente, non loin de la plage, hein, qui est accessible là maintenant à quelques encablures. Et puis vous voyez un long chemin qui monte, qui doit monter jusqu'à ce temple, et de temps en temps vous voyez des portes de demeures troglodytes. Les marins vont faire descendre un canot hein, en fait à la mer, une grande barque, et vous tendent le bras pour vous donner la direction du canot, et puis de descendre. Il y a des rames qui sont dans ce canot. Karl vous dit on va pas pouvoir rester ici, mais vous nous aviez dit qu'il fallait peut-être revenir. Oui. Revenez dans quelques jours, le temps que nous fassions ce que... faut être un peu plus précis. 2 semaines. 2 semaines seront bien, je pense. 2 semaines. Dans 2 semaines, dans une moitié de lune, nous reviendrons. Très bien. Mais vous savez qu'il est dit que ceux qui viennent sur cette île, ils viennent pour y reposer, s'isoler. J'espère que ce ne sera pas votre cas, seigneurs elfes. Ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas pour vous, je m'inquiète de revenir pour rien. Nous vous attendrons. Bon. Je monte dans le canot et si tout le monde est dedans, je commence à ramer en direction de la plage. Attendez, mes affaires. Je vous jette des sacs. Ouais. Alors vous êtes venu avec quelques sacs, vous remplissez un peu la barque avec vos sacs. Des voyages. Ilma elle est venue légère, hein, j'ai l'impression, avec un petit sac de voyage et son grimoire. Il y a un peu de matériel. Il y a un peu de matériel, ce qui va remplir un peu la barque. Et vous pouvez descendre par une échelle de corde jusqu'en contrebas, jusque dans le canot, où votre aîné, puisque Féanor est l'aîné hein, de quelques années, mais c'est suffisant pour un elfe. L'aîné a pris les rames. Alors, votre aîné, il faut le dire, il est en armure. Hein. Et du coup, c'est assez impressionnant de voir un puissant elfe en armure prendre des rames et puis commencer à ramer de manière assez vive vers une plage qui est pas très loin. Mais ça va prendre du temps quand même. Il y a du vent en permanence et puis vous sentez cette l'embrun, c'est le terme technique, alors que vous approchez, vous sentez de plus en plus cet air marin. Vous voyez qu'à chaque fois, Féanor, que tu mets tes rames dans l'eau, il y a des algues. Et puis, de temps en temps, tu dois éviter au dernier moment des rochers, parce que les rochers affleurent. Donc, tu commences à zigzaguer. Et puis, à un moment donné, tu vas voir... t'as l'impression qu'il y a les restes d'une coque de navire, là. Enfin, très vieille. Quelqu'un a dû s'échouer, là. Il y a certainement très longtemps. Hein. Combien de temps J'essaye de faire attention qu'il n'y ait pas le reste du navire qui soit sous l'eau et tu fais avec ta barque, ouais, tu fais attention et donc ça va prendre plus de temps que prévu. Peut-être que tes cousins veulent t'aider, mais non, ils sont assis, hein, ils ont l'impression que tout va bien se passer. Avec prestidigitation, dans la mesure où on peut parfois nettoyer autour d'un cube de 30 cm d'arrêt, de proche en proche, peut-être qu'à la proue, je pourrais guider. Alors ça va être très long parce qu'il faut à chaque fois que tu relances ta magie, mais effectivement tu peux essayer de nettoyer un peu, alors c'est pas beaucoup, 30 cm, vu la vitesse, mais tu peux effectivement un peu te donner bonne conscience en te donnant un peu plus de visibilité, mais c'est déjà ça, parce que ça t'évite vraiment de tomber nez à nez avec un caillou ou un rocher trop tranchant. Aral n'a vraiment pas l'air à l'aise sur l'eau. Et il cramponne les côtés de la barque en vous regardant avec un air un peu stressé. Parce que lui aussi porte une armure sous sa tunique. Et il serait bien en peine de nager avec. Alors que vous êtes sur ce bateau, vous vous rappelez, peut-être parce que ça va être un peu plus long que prévu, peut-être parce que le soleil tape assez fort, peut-être que vous êtes condamnés à être les uns en face des autres sur une petite embarcation, et vous vous rappelez dans votre esprit pourquoi vous êtes là. Et vous refaites, chacun, dans votre esprit, vous racontez l'histoire de pourquoi vous êtes là et pourquoi on vous a envoyé là. Et je vais commencer
Féanor, alors que tu rames, et que tu regardes ton cousin, et Ilma, tu sais même pas pourquoi elle est là, en fait. Hein. Tu te dis... Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te vient dans la tête sur le pourquoi de ta présence ici? Bah, sous l'effort, en ramant, je repense à la scène quand la haute conseillère nous a confié notre mission. Je pense à ma famille, à tous les guerriers de renom qui la composent et derrière mon air habituel, stoïque et impassible, je bouillonne intérieurement. C'est une chance pour moi de me montrer à la hauteur de la réputation de ma famille. Et malgré l'effort, je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire en ramant. Parce que je sais que j'ai là l'opportunité de gagner en honneur et en réputation. Et je pense à ça principalement. Très bien. Il y a une autre pensée plus secrète que je garde pour moi. Au fin fond de ton âme, tu te dis que ce secret est le tien. Pour le moment. C'est ça. Ilma, tu es à l'avant, utilisant ta magie. De temps en temps, tu regardes derrière toi tes deux cousins qui, pour le coup, savent que tu es là maintenant. Tu savais bien que ça allait arriver, mais peut-être pas comme ça. Qu'est-ce qui te revient en mémoire? À quoi penses-tu sur... Et pourquoi es-tu là, finalement? Je me souviens aussi de cette réunion à laquelle je n'étais pas conviée, mais à laquelle je me suis conviée. Et je me souviens aussi des honneurs militaires de mon cousin, de ces fameux guerriers qu'ils sont. Et si lui a une famille prestigieuse et une réputation, moi j'ai une réputation dans notre famille, c'est-à-dire que je suis relativement intenable. Et pendant longtemps, on m'a expliqué que la magie s'apprenait dans les livres. J'ai décidé de l'apprendre sur le terrain. Et particulièrement quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de découvrir sur place et dont je parlerai peut-être à mes cousins le moment venu, mais pour l'instant je fais profil bas. Merci Ilma, tu sens le regard de Harald qui est accroché comme il peut à la barque sur le côté. Et Harald, que penses-tu de cette situation, du pourquoi tu es là, de cette situation un peu ubuesque, pas forcément ubuesque, mais étrange, qui te remet sur une petite embarcation au milieu de l'océan si dangereux? Tout à fait. Eh bien, je pense effectivement déjà à m'accrocher, et puis je me rassure en disant que j'ai été envoyé ici par l'une des grandes conseillères de la ville et que c'est l'occasion pour moi de rendre le clergé de Bahamut plus utile qu'il ne l'est, car il est un peu en désuétude, là d'où nous venons. Il a été un peu oublié, et moi qui arpente ce temple vide, j'aimerais que la communauté participe un peu plus. Et puis il y a aussi cette petite voix qui pointe parfois, et que j'entends, que je ne comprends pas bien, que j'aimerais élucider. Et comme l'a dit la conseillère, la foi se forge dans les épreuves et pas dans le confort. Donc je subis. Je subis beaucoup, mais vaillamment. Voilà. Parfait, c'est vaillamment que vous approchez. Vous voyez bien, Harald et Féanor, que Ilma s'est mis à l'avant, pas trop pour utiliser sa magie, mais certainement pas pour pas vous parler en fait. Pour éviter vos regards, puisqu'elle vous tourne le dos, complètement, alors qu'il y en a un qui rame, mais bientôt vous arrivez à une plage. Dans un silence peut-être un peu pesant, voilà arrivé à cette plage. Féanor, tu peux accrocher la barque sur la plage, et puis le chemin, l'escalier qui monte vers le temple. Vous savez, vous êtes le repos du dragon, le seul endroit habité de l'île, un refuge pour ceux qui souhaitent se reposer, aller en dehors du temps et du siècle, peut-être venir méditer aussi. C'est surtout ici un temple.
Et voilà, sur cette page, le temps est magnifique, hein. La végétation verte luxuriante, vous entendez le bruit des animaux, en plus des mouettes, vous entendez le bruit des animaux de, j'allais dire la jungle, même si c'est pas une jungle, c'est très luxuriant. Autour de vous, alors vous mettez enfin pied à terre après ces quelques jours de navigation, la terre bénite peut-être, sauf pour Fëanor, car vous savez qu'il a été marin. Je remonte la barque sur le sable et je m'arrête un instant pour respirer l'air marin et regarder autour de moi si je détecte une présence ou quelque sorte de danger. Tu prends le temps de regarder autour de toi, mais de vision comme ça, tu ne vois pas grand-chose, somme toute. D'accord. À part effectivement des pierres de chaque côté. Il n'y a pas de comité d'accueil. Non, rien. alors étonnamment, parce que s'il y avait des gens qui vivaient ici, quand même, ils seraient certainement descendus, mais personne n'est descendu vous voir. Alors peut-être n'êtes-vous pas attendu. Peut-être l'île est-elle abandonnée, mais vous ne pensez pas. Vous savez qu'il y a des habitants au repos du dragon. C'est peut-être pas le bon endroit pour débarquer, Fëanor. Un danger, j'en vois un. Et je pointe des yeux inquisiteurs sur ma cousine. Ah. Oui. Moi, j'admire le paysage vraiment en faisant de l'excès de zèle. J'inspecte les feuilles, j'inspecte sous les cailloux. Je suis accroupie devant l'écume. Elle s'en va un peu, hein. Je comprends qu'elle se déplace un peu pour aller regarder l'écume, et c'est une bonne chose, alors que vous êtes peut-être tous les deux en train de la fixer. Je l'interpelle d'une voix forte. Ilma, viens. Il est temps de nous dire ce que tu fais ici. J'en avais marre d'apprendre la magie dans les livres. Et j'ai entendu que vous partiez. Où veux-tu donc apprendre la magie en dehors que dans les livres? J'ai une magie spécialisée dans tous les événements météorologiques et climatiques. J'ai entendu tempête, je voulais la ressentir, cette magie. Pas seulement la lire. Tu te rends compte que, en plus des objectifs de notre mission, maintenant nous avons la responsabilité de ton bien-être à gérer. Tu me gères toute seule, je suis une grande fille. Mais je vais vous aider. Cette responsabilité lui incombe. Elle a décidé de venir. Absolument, je suis d'accord. Oui, mais c'est notre cousine. Oui, mais elle a presque 80 ans. Elle est adulte. Oui. Et pendant ce temps-là, Aral sort les affaires du canot. Du canot, ouais. Met son sac à dos sur le dos et détache son bouclier. Effectivement, dans l'attirail du prêtre, vous voyez qu'il a l'air un peu embêté. Il sait qu'il doit le porter au bras, mais il n'a pas vraiment l'habitude. C'est légère. Je vais l'aider un peu avec quelques sacs surnuméraires. Ok, tu quittes l'écume sur lequel tu t'étais arrêté, oui. Et puis faites-moi un test de... Ok. Vous commencez à venir chercher les sacs. Et puis, Aral, toi, tu poses des sacs. C'est toi qui as le plus de matériel, hein, Aral, j'ai bien compris. Donc, tu commences à pousser. Et alors que tes deux compagnons sont en train de sortir des sacs, tu sens quelque chose. Puis, il y a quelque chose qui te perturbe un peu. Et t'es perturbé, et tu regardes à droite, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et puis en fait ça vient pas du tout du tu pensais, hein. Tu vois sortir de l'eau plusieurs formes qui hurlent comme ça vers toi et qui courent aussi rapidement que possible, semblant sortir en fait de l'eau et fonçant vers la personne qui est la plus proche. Notre cousine. Ils sont trois qui sortent des flots, invisibles jusqu'à présent, hein, bien entendu, mais qui s'approchent de vous. Vous avez fait vraiment les mêmes jets, hein, c'est étonnant.
Et les zombies, même s'ils sont de manière générale assez lents, je vous montre le score, ils ont fait 17 avec leur jet, moins 2, ça fait quand même 15, donc ils ont l'initiative. Et donc, ils sortent de l'eau en hurlant. Vous voyez qu'ils sont... Vous êtes surpris, il y en a 2 qui sont surpris. Les 2 qui sont surpris, c'est Ilma et Féanor. Aral, tu pourras quand même agir ce tour-là, puisque tu les as vus arriver. Tu as crié pas suffisamment pour que ta cousine ne s'en aperçoive, et elle va être rejointe. Elle va être rejointe, comme eux ils vont se déplacer, pour faire leur mouvement, et venir au contact. Comme ils ont l'initiative, on va les laisser agir. Ilma, un des zombies, s'approche et essaye... Clairement, tu te vois maintenant l'horreur du zombie. Il essaye de te mordre de toutes ses forces. Et il arrive à te toucher, à te mordre. Tu sens la douleur sur ton bras alors qu'il te mord. T'es surpris vraiment par la douleur. Ce n'est pas mortel, mais tu vois un peu saigner. Et tu vois qu'il a vraiment mordu d'un coup. Tu vois aussi au moment qu'il te mord que lui-même est recouvert de morsures de toutes parts. Juste derrière toi, tu sens que ton cousin Aral est lui aussi en mauvaise posture, car ce n'est pas un, mais 2 zombies qui lui sautent dessus. De toute leur force. Heureusement, Aral est... Tu vas les repousser, peut-être pas surpris, toi. Tu vas les repousser jusqu'à... au point qu'ils n'arrivent pas à te toucher. Mais tu vois ta cousine, juste à côté de toi, ensanglantée. Aral, je te laisse agir. Eh bien, Aral va être un peu paniqué, va les repousser et se rappeler d'une petite prière qu'il connaît. Et il va prononcer un mot en elfique, que les autres entendront comme étant la luminescence. Et je vais lancer mot de radiance. Ça me paraît bien, vu que je suis encerclé. Exactement, tu lances la puissance magique de ton mot de radiance. Et... Alors, on va pas faire les dégâts sur ta cousine. En revanche, tu vois que les zombies encaissent les dégâts que tu... Enfin, encaissent. Ils sont là, avec toi, encaissent un peu. Oui, encaissent un peu, somme toute, mais sont perturbés par la magie que tu viens de lancer, pour sûr. Nous allons continuer. Donc Une. Et des étincelles en fait jaillissent autour de moi et se répandent et vont effectivement épargner ma cousine, mais brûler les zombies qui sont brûler autour. ou pas. Brûler les zombies qui sont autour, tout à fait. Une partie C'est des zombies ont pris, je veux dire. Comme vous êtes surpris, Féanor et Ilma, ce round-là, vous ne pourrez pas agir. Les zombies vont donc réattaquer. Et Ilma, malheureusement, comme il y en a un qui est à côté de toi, il va à nouveau essayer de te mordre. C'est encore une fois une morsure que tu prends, ce qui te met en mauvaise posture, mais tu es encore debout. 2 morsures. Les zombies qui sont à côté de toi aussi, Aral, à nouveau, vont essayer d'attaquer, voient bien que tu es compliqué à toucher, mais n'ont pas cette intelligence ou l'intelligence suffisante. Alors que un essaie d'attaquer, tu n'arrives pas à parer l'autre, qui va venir heurter ta jambe. En fait, peut-être tout simplement, il tombe à genoux et te mord la jambe à l'endroit où le plus ouvert sur ta robe, sur ta toge, et tu sens la morsure d'un zombie dans ta chair profonde, et tu sens surtout le mal qui s'imprègne dans ton sang. Alors que, Aral, c'est à toi d'agir. Totalement ? Ouais. D'accord. Eh bien, voyant cela, mon manque d'expérience finit par s'effacer. Une prière. Ô dragon de platine, fais fuir ces impies. Et je lance renvoi des morts vivants.
Tu vas en invoquer à la magie de ton dieu. Alors, le renvoi des morts vivants, pardon. Oui, donc en fait, je présente le symbole sacré et le symbole s'illumine et vous voyez les yeux du mort vivant, se remplir de terreur, ce qui est parfois un peu bizarre, et en fait, il s'enfuit. Il est effrayé, neutralisé, voilà. Alors, c'est tous les morts vivants de votre choix dans un rayon de 30 pieds. Donc, c'est tous les morts vivants de votre choix doivent faire un jet de sauvegarde de sagesse. Tous sont dans le même état. Tous ont donc qu'une envie. Ils sont effrayés, neutralisés pour 1 minute, et puis la seule chose qu'ils veulent faire, c'est fuir. Mais ce n'est pas eux d'agir, c'est à Féanor d'agir. Dès que je prends conscience de la menace, je sors mon épée et je fonce pour me placer entre Aral et Ilma pour attaquer. Je vais attaquer celui qui attaque Ilma. Très bien. Tu t'approches, montant peut-être un peu sur la barque. Oui. Pour attaquer ce zombie-là. Et tu fais un joli coup, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tu coupes la moitié du zombie quasiment en 2, mais malgré cette énorme coupure, il reste debout. Mais tu vois qu'il saigne un sang très noir, qu'une partie de ses intestins va commencer à couler par cette grosse fente, mais qu'il est toujours en train d'essayer de mordre ta cousine. J'ai une capacité qui s'appelle Action de Surge, qui me permet de faire... De rejouer, si tu veux, de refaire une action si tu le souhaites. Ouais, laisse-le-moi. Je la laisse tout de suite, et je le retape, j'enchaîne un deuxième coup en criant en crève pourriture. Et c'est ton droit. Et ce qui va se passer, c'est que le zombie, tu penses effectivement le tuer. C'est ce que tu penses. Sauf que au moment où il tombe au sol, coupé en 2, tu vois qu'il se relève de manière inattendue. Tu ne l'as pas tué. Mais ce n'est plus à toi d'agir. Ilma, c'est à ton tour. Je vais targeter lui-même. Et tu vas toucher le zombie. Et tu vois que le zombie va effectivement, alors électrifier, je sais pas, mais en tout cas vibrer comme ça d'une énergie. Et déjà, il était en train de vouloir fuir. On a essayé de couper 2 fois en 2. Il s'est remonté. Et cette fois-ci, pouf, il tombe au sol, calciné par ta poigne électrique. Il est ce qu'on appelle définitivement mort. Est-ce que tu peux reculer ? Tu peux reculer, bien sûr. Alors, je vais reculer, mais plus parce que j'ai peur de me faire gronder par mon cousin après, que peur des zombies. Tu recules surtout que t'es quand même mal en point, il t'a mordu, et tu vois 2 profondes morsures en toi. Et c'est à eux d'agir, donc c'est simple. Ils partent, effrayés. Tu as droit à une attaque d'opportunité. D'accord. Je parlais à Aral, pardon. Parce qu'il de ta zone, donc tu choisis un des 2. Pour... Toujours un petit truc quand ça marche. Tu le tapes dans le dos, courageusement, tu tapes le mort-vivant effrayé par la puissance divine dans le dos, découpant une partie de son dos, mais celui-ci n'a pas envie de s'arrêter de fuir, et donc il marche à tout leur mouvement dans l'eau, et commence déjà à s'enfoncer dans l'eau, effrayé par la puissance de la magie de Bahamut. Et Aral, c'est à ton tour d'agir. Là, tu as fait l'attaque d'opportunité, tu peux agir maintenant. Ah oui. Bien entendu. Eh bien, je dis à mes cousins, ça ne durera pas, ils vont revenir, préparez-vous. Et voyant la blessure dégoulinant de sang de ma cousine, je vais incanter une guérison et lui dire que les écailles d'argent de Bahamut se posent sur ta chair et que la lumière referme tes plaies. Et te lancer donc guérison des maladies. Guérison des blessures, pardon.
Je suis extrêmement reconnaissante et un peu honteuse quand même. C'est extrêmement puissant puisque tes plaies se referment. Mais tu sens, alors que tu soignes ces blessures, tu sens, Aral, que il y a toujours des traces rouges sous la plaie régénérée que tu viens de faire aux 2 endroits. Et tu sens d'ailleurs, toi, à ta blessure, hein, car toi aussi, tu es blessé. Tu saignes légèrement du pied, de la jambe. Tu sens que cela n'est pas naturel du tout. Pas naturel du tout. Alors que les zombies, tu les vois aller jusque dans l'eau. Hop. Tu n'as pas couru après, tu t'es approché de ta cousine, tu l'as soignée. Et je vais laisser Féanor agir. Féanor, tu vois un des zombies qui court alors que l'autre s'est arrêté et s'est retourné à mi-distance. Si je peux lui foncer dessus, je lui fonce dessus. Bien sûr que tu lui fonces dessus, bien sûr que tu peux lui foncer dessus. J'y vais. Et que tu vas lui asséner un coup d'épée, peut-être, est-ce ça? Le coup est puissant, vient pour le coup lui couper un bras totalement, hein, tu viens lui déchiqueter le bras, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il ne bronche pas, il devrait être mort, t'en es sûr, mais il ne bronche pas, il te regarde avec des yeux vides et un sourire si malsain, comme s'il te disait « Rejoins-moi, rejoins-moi ». Ilma, c'est à ton tour d'agir. Alors que ton cousin vient de te soigner, alors que Aral vient de te soigner, tu as vu Féanor foncer vers un des zombies, lui trancher le bras. Que souhaites-tu faire? Je suis à distance. Donc, je voudrais tenter un trait de feu quand même. Tu peux. Sur celui qui est proche de mon cousin. Ici. Oui. Je t'en prie. Tu en invoques à ta magie. Non. Le trait part instantanément et vient brûler la créature qui commence à brûler de partout en fait, comme si ta magie ne s'était pas juste arrêtée à l'endroit où le feu l'avait touché, comme si tout son corps, pourtant mouillé, précédemment humide, commençait à brûler. Il est juste en face de toi, Féanor. Et tu le vois sourire de la mort qui le prend, de ses chairs qui se disloquent. Tu le vois sourire, tendre la main vers toi, un instant ses yeux quémandant peut-être le repos absolu, alors que son corps au sol continue de brûler. Le zombie disparaît dans les flammes de la magie d'Ilma Veilmé. L'autre zombie continue à mourir. Oui. Je crie à mes cousins que la magie leur fait de l'effet. Mes coups d'épée, ils ont l'air d'être insensibles à mes coups d'épée. Si vous avez des sorts offensifs ou quelque chose dans le genre, c'est le moment de les utiliser contre le dernier. Si celui-ci ne demande pas son reste et s'enfonce dans l'eau, en fait. Pour lui, l'eau ou l'air, c'est la même chose. Et vous voyez maintenant la moitié de son corps, bientôt sa tête, hein, qui va aller s'enfoncer dans l'eau, alors qu'il est effrayé par la puissance de la magie de Bahamut. À Aral d'agir. Eh bien, voyant qu'il va s'enfuir et que c'est quand même un danger pour le coin, je vais en appeler à l'étincelle divine. Et donc je vais prier Bahamut de châtier cette abomination. Tu peux. Divine Spark, ça doit être ça, je crois. Ah non, c'est pas ça. Ah, pardon. Il a fait son jet de sauvegarde qu'il a loupé. Et tu vois que la magie, alors comment ça se matérialise? Eh bien, vous voyez apparaître en fait une sorte de petit dragon d'argent, d'énergie argentée, qui vient en fait tomber en tourbillonnant.
une étincelle divine de Bahamut qui vient s'abattre sur la créature et éventuellement brûler et comment désintégrer la partie du corps qui est touchée, quoi. C'est exactement ce qui va se passer. Il va tomber dans l'eau et disparaître à votre vue. Pas tomber, disparaître dans l'eau, brûlé par la magie divine. C'est à nouveau calme. Un nouveau calme autour de vous. Calme, je sais pas si c'est le terme. Tu saignes encore à la jambe. Aral, tu saignes à la jambe. Ilma, tu t'es approché. Il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien, juste l'eau. Et puis cette sensation assez douloureuse au niveau des blessures que viennent te provoquer ces morts vivants. Ilma. Ilma, je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ça fait. Et ça fait 16, très bien. Bien. Deux jolis. Vous sentez la douleur, et vous maîtrisez la douleur. Toi, Aral, c'est quand même un peu plus douloureux parce que ta plaie est encore à vif. Oui, mais je vais une fois de plus en appeler à l'étincelle de Bahamut. Je peux faire ça combien de fois, pardon, excusez-moi. Tu peux faire... Et venir se poser sur la plaie, mais cette fois-ci, ça ne va pas brûler. Non. Aptitude, pardon. Et voilà la magie qui vient. Alors, c'est pas aussi puissant que, aussi efficace que ce que tu as fait avec ta cousine, mais en tout cas, la magie de Bahamut vient te soigner. Et c'est le calme, comme si rien ne s'était passé en fait. Rien du tout. Mais vous êtes encore peut-être sous le choc. Cette île est bien plus dangereuse que l'on nous a dit. Je Vous prends avez dit quelque chose, Charlie ? Pas qu'elle était habitée par des morts-vivants, en tout cas. Moi, je prends quelques instants à regarder les restes du mort-vivant qui est devant moi. Et prends conscience que c'est la première fois que je quitte ma terre natale et c'est le premier combat que je viens de mener à l'extérieur. Et j'embrasse le pommeau de mon épée et je dédie cette première victoire à un de mes ancêtres fort connus de ma famille. Très bien. Je dis à mes cousins que je suppose que ce sont peut-être les membres de l'équipage du bateau par-dessus lequel on est passé avec notre barque. Et du coup, je voudrais inspecter le cadavre pour voir s'il a des tenues de marin, quelque chose qui l'évoque, pour m'en assurer. Tu vas l'inspecter. Alors, il a une tenue de marin, effectivement. Après, à savoir si c'est récent ou pas, c'est pas évident parce que tout a l'air vieux, usé. Tu vois, ces cadavres mangés par aussi les animaux marins. Ce qui est sûr, c'est que tu vois que tous portent des morsures. Quand tu regardes les morsures, c'est clairement des morsures de mâchoires humaines. Ou humaines. Comme si il y a deux cadavres là que tu peux voir. Un qui a été tellement brûlé d'ailleurs par ta flamme que tu as du mal à voir ses plaies, mais pareil, tu vois qu'il a été mordu à plusieurs endroits. Ces hommes sont morts, de toute évidence, et ont été mordus à un moment donné. Avant ou après la mort, ça c'est pas évident de dire. Mais puis ils sont de forte constitution, tu n'arrives pas à voir si ça fait des mois qu'ils sont dans l'eau, c'est pas évident. C'est des morts vivants en plus. Ils ont rien dans leur poche, puisque leurs vêtements sont pour la plupart déchirés. Des tatouages, si, tu vas voir peut-être des tatouages. Des tatouages j'allais dire des tatouages de marins, c'est un peu facile. Des ancres, ou des tatouages maritimes. Une compagnie peut-être ? C'est pas les mêmes à chaque fois, ils en ont quelques-uns. Donc oui, ça doit être quand même des marins avec une longue expérience, peut-être. Là, j'ai pas facile à dire vu l'état de décomposition avancé des corps.
Je signale à mes cousins que effectivement les cadavres ont l'air mordus par d'autres mâchoires humaines et qu'avant que quelqu'un ne nous morde nous, on va peut-être prendre l'escalier si ça leur va. Vous avez déjà été mordu? Non? Pendant le combat? Oui. Pensez-vous Oui, que il y ait une sorte d'infection ou de magie nécromantique liée à ces morsures? Ouais, peut-être que le fait que les zombies aient macéré dans l'eau a rendu leur morsure, peut-être empoisonnée ou quelque chose de ce style. Ne voyons pas des malédictions partout. Et elle est empoisonnée. On a Mais tout intérêt à monter vers le temple le plus vite possible, tant que les effets ne se font pas sentir. Et essayer de trouver de l'aide là-haut, peut-être. Oui, mais néanmoins, n'oublions pas que ces marins étaient humains autrefois et leur accorder une quelconque sépulture serait la moindre des choses. Tu veux les Regardez, enterrer? il y a plein de bois morts. Il y a plein de bois morts. On les enterrait sur une plage, non. Mais il y a plein de bois morts et je pense que la marée n'arrivera pas avant des heures. Nous les posons. Et ben, on le met sur les bois bûcher morts et on allume le feu. Oui, je pense qu'un bûcher rapide, ce serait la moindre des choses à offrir à ces pauvres airs. Vous traînez les deux corps hein, dessus. Il y a du bois flotté, certainement suffisamment sec pour pouvoir l'allumer. Ça va vous prendre un peu de temps de faire ce bûcher improvisé. Moi, je reste en alerte au cas où il y aura un autre danger qui arriverait. Tu restes en alerte et certainement une bonne décision. La suite, la prochaine fois.